Déménagement des grands crus musicaux, les commerçants s'inquiètent. Bonjour à tous, je suis Isoline Chapéroux et je vous souhaite la bienvenue à votre web journal du 28 janvier. Des commerçants s'inquiètent du possible déménagement du Festival des grands crus musicaux en dehors du centre-ville de Chicoutimi. L'organisation a annoncé publiquement son souhait de relocaliser le festival sur le site du mégacentre Talbot. Léa Morin-Le Thor, centre-ville Saguenay, craint des impacts économiques. Oui, tout à fait. Ils craignent des impacts majeurs puisque le festival a des retombées, notamment pour les commerçants, puisque les festivaliers consomment lors de ces festivités aussi bien avant qu'après le festival. Donc ça touche par exemple le restaurant, les hôtels, les boutiques et le directeur général du centre-ville Saguenay m'expliquait que donc ces retombées locales vont directement et restent dans le centre-ville. Et il rappelle d'ailleurs qu'il y a la moitié des membres, en fait, donc 600 membres sur les 1200, qui appartiennent au centre-ville Saguenay. Disons que sur tous les centres-villes, en fait, ceux de Chicoutimi sont représentés par la moitié. Et en termes de projet, pour rappel, ça va être en fait sur au niveau du Costco, sur le stationnement en 2 phases, où il y aura d'abord une première expérimentation, puis à long terme, ils essaieront en fait de prolonger cette expérimentation. Aujourd'hui, l'objectif du CVS, c'était de pouvoir solliciter les commerçants, de pouvoir les mobiliser. Et demain, il rencontrera justement le promoteur du festival des grands crus musicaux. Mais le directeur du CVS, lui, est assez convaincu que les grands crus musicaux permettent une meilleure qualité en termes d'expérience pour les festivaliers. Un festival qui marche bien, comme les grands crus, on essaie de le garder. Oui, peut-être que la plage horaire va être prise par d'autres activités ou événements. De quelle envergure? On ne connaît pas. Donc, moi, je préfère y aller sur une valeur sûre, qui est le Festival des grands crus, pour qu'il reste. Donc, c'est consolider d'abord, puis c'est là-dessus qu'on va miser, puis qu'on va mettre nos énergies. Quand même, là, c'est une grosse perte parce que ça faisait bouger le centre-ville. Du côté de la zone portuaire de Chicoutimi, c'est pas le même son de cloche. Le directeur, lui, considère que c'est plutôt qu'il n'y aura pas forcément un impact économique très fort parce que c'est quand même très achalandé et qu'il avait déjà son téléphone qui sonnait et que cette fin de semaine de 2 jours, elle pourra en fait, ces 2 fins de semaine, pardon, elles vont pouvoir être vite occupées par d'autres promoteurs qui appellent déjà. Non, j'ai très bien dormi cette nuit, moi, madame. C'est un événement parmi tant d'autres. La Société de gestion de la zone portuaire a une 60aine d'événements par année. Alors là, ici, on parle de 2 week-ends. Alors, tous les autres contrats sont signés, tous les promoteurs sont signés pour l'été. On est une OBNL qui existe depuis 30 ans. On a c'est bien formé, on a beaucoup d'expérience. Maintenant qu'un promoteur ou un événement dit on va aller ailleurs, ben nous, on ne peut pas l'empêcher, on lui souhaite bonne chance, tout simplement. Merci Léa. Le centre de consignation de Chicoutimi est fermé depuis plusieurs jours. Ouvert depuis maintenant quelques mois, le site venait répondre à un besoin grandissant de consigner les contenants, surtout depuis que les épiceries ne sont plus autorisées à le faire. Clarisse Menant, vous êtes rendue sur place ce matin. Clarisse, visiblement, les citoyens ne sont pas au courant de cette fermeture temporaire. Non, pas du tout. Je me suis rendue ce matin, comme vous l'avez dit, à Chicoutimi. Et pendant près d'1 heure et demie, une 50aine de véhicules se sont arrêtés vers le centre de tri Consignation. Les citoyens les plus courageux sont sortis de leur véhicule et ont fait face à une porte barrée avec un affichage fermeture temporaire et un code QR qui les dirigeait vers d'autres centres consignation de la région. Alors j'ai pu m'entretenir avec quelques-uns d'entre eux et tous n'ont pas été avisés que le centre n'était pas ouvert. Certains ont fait le déplacement depuis très loin pour déposer leurs canettes. D'autres viennent tous les jours depuis 4 jours dans l'espoir de pouvoir vider leurs sacs. Tous sont plus ou moins énervés de cette situation qu'ils ne comprennent pas.
Je suis déçu un peu parce que ça va prendre du temps avant que je revienne. C'est dommage que ça ne soit pas ouvert parce que c'est un système qui est supposé d'être fonctionnel. Il ne l'est pas. Qu'est-ce qu'on fait de nos bouteilles? On retourne à la maison avec 2 gros sacs. Puis je trouve ça ridicule, un système qui vient de commencer, qui est déjà pourri. Je suis venu hier, c'était fermé, encore aujourd'hui. Mais si j'avais un numéro de téléphone, on pourrait téléphoner, puis ils nous pourraient nous le dire. Mais ils n'écrivent rien. Temporairement, fermeture temporaire, ça ne me dit pas grand-chose, ça, moi. On reviendra un autre jour, sauf qu'ils n'indiquent pas du tout quand ça sera ouvert de nouveau. Quelle est la raison? On n'en a aucune idée. Sur Facebook, les citoyens ont échangé face au manque de communication et d'informations dont ils disposaient. Alors, des astuces ont été proposées pour pallier le problème. Certains proposent d'aller à Arvida ou à Jonquière pour consigner les contenants. D'autres vont simplement attendre patiemment une éventuelle réouverture. Sur les raisons de cette fermeture. Alors, publiquement, les raisons ne sont pas connues de cette fermeture temporaire. J'ai cherché des informations sur le site de Consignation Plus et sur les réseaux sociaux, mais je n'en ai pas trouvé. Alors, je suis rentrée en contact avec les responsables et nous avons échangé par mail. La cause de la fermeture serait un problème de chauffage. L'organisme affirme mettre tout en œuvre pour rétablir la situation rapidement et indique que les opérations devraient être imminentes sans donner de date précise. Consignation Plus mentionne aussi comprendre les préoccupations des citoyens de Chicoutimi. Merci Clarisse. Le député caquiste de Dubuque, François Tremblay, a pris la parole pour la première fois depuis son arrestation pour conduite avec faculté affaiblie le 8 janvier dernier. Sur son message mis en ligne sur Facebook, M. Tremblay souhaite réintégrer le caucus de la coalition Avenir Québec. Il mentionne également qu'il prendra du temps pour lui et que son bureau à la baie demeure ouvert. Le rythme de croissance ralentit au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les politiques visant à freiner l'immigration sont en cause. Selon le scénario de référence de l'Institut de la statistique du Québec, la population de la région passerait de 287 000 habitants à 264 000 en 2051. Avec plus de 27% de la population âgée de plus de 65 ans, le Saguenay-Lac-Saint-Jean n'évitera pas cette baisse qui risque de s'accentuer alors que les baby-boomers continuent de vieillir. La trajectoire démographique dépendra des décisions politiques concernant l'immigration, car c'est le principal facteur de croissance au Québec. C'est ce qu'a expliqué Anne Binet, démographe à l'Institut de la statistique du Québec. On parle des jeunes maintenant. Un étudiant sur 3 utilise l'intelligence artificielle pour ses cours. C'est le constat alarmant révélé par un sondage publié par Radio-Canada ce matin. Des experts de l'IA appellent les institutions scolaires à s'adapter à cette nouvelle réalité. Emma Herrièche, pourquoi les étudiants sont-ils friands de l'intelligence artificielle ? Eh bien, en fait, l'utilisation de l'IA s'intensifie dès l'entrée à l'université parce que le contenu académique est plus complexe, il y a une plus grande charge de travail et une plus grande documentation à lire. Donc, l'IA est très utilisée, notamment pour créer des fiches de révision ou bien pour résumer de longs textes, par exemple. Mais là où ça devient problématique, c'est quand cet outil est utilisé sans que ce ne soit permis par les institutions scolaires. 31% des étudiants sondés ont avoué avoir utilisé l'IA dans un contexte académique de façon non permise. Donc plusieurs professeurs craignent que leurs étudiants n'utilisent plus leur esprit critique ni leurs propres compétences. Nous sommes allés interroger des élèves du cégep de Jonquière pour savoir si eux aussi ont succombé à la tendance. J'en ai pas besoin de une et aussi parce que c'est pas vraiment, il n'y a pas vraiment le droit tout ça, donc je vais pas trop le faire avec quoi. Pour les cours, ouais. Juste pour me donner un peu d'inspiration si jamais j'en ai pas, mais sinon j'utilise pas plus que ça. Je l'utilise pas tant que ça. Sérieusement, pour exemple, terminer mes travaux, comme tu viens de dire, pas tant que ça, non. Parce qu'il n'est pas tant utilisable que ça dans ce que je fais. Je l'utilise quand même quotidiennement là, pour plusieurs affaires. Souvent, j'utilise des fois dans des recettes. Puis à l'école, souvent pour étudier. Là. Dans le fond, j'ai mes fiches de notes. Je fais faire des fiches de notes par ChatGPT pour étudier. Puis mes livres aussi pour faire des résumés. Fait que oui, je l'utilise pas pour copier-coller des textes. Là. Je pense que je suis devenue un peu, peut-être pas accro, mais très feignante. Donc du coup, je vais au plus vite, quoi.
Justement, Emma, est-ce qu'on peut associer l'utilisation de l'IA à de la paresse? Eh bien, pas vraiment. Enfin, c'est ce que pense Éric Lacroix, le vice-président de la firme Somme, qui a d'ailleurs réalisé le sondage. Il explique que c'est un réflexe normal humain de se tourner vers des outils qui simplifient la vie. Il prend l'exemple des problèmes de mathématiques, autrefois réalisés à la main, puis à la calculatrice, puis à l'aide d'Excel. En fait, plus les technologies évoluent, plus l'utilisation de ces dérivés se normalise. Donc pour lui, c'est au système éducatif de s'adapter et de donner des défis à la hauteur des outils disponibles. Si on prend comme exemple ChatGPT, c'est un outil qui a évolué très très vite et qui utilise la recherche de ses usagers pour se nourrir. Donc toutes les données qu'on offre à cette IA sont comme enregistrées dans sa banque de données et réutilisées pour servir à d'autres utilisateurs. Et c'est là que la question de la protection des données personnelles peut entrer en jeu. Pour le renseignement personnel comme tel, je veux dire, on est déjà tellement à risque avec les fuites de données de Desjardins et tout ça. Là. Ça c'est tel que tel notre adresse, notre numéro d'assurance sociale. C'est déjà problématique, puis on n'a pas besoin de l'intelligence artificielle pour que ça le soit. Par contre, comme je disais, les secrets d'entreprise, on a vraiment intérêt comme organisation à avoir sa propre instance, finalement, de ChatGPT ou de Gemini ou peu importe l'outil qu'on veut utiliser, et de l'héberger à l'interne, de façon à ce que tout ce qu'on donne comme apprentissage au modèle est utilisé seulement à des fins internes et n'est pas partagé, si on veut, dans le reste de l'univers. Merci Emma. Pour lancer la semaine du développement international qui commencera dimanche prochain, le Centre de solidarité internationale du Saguenay-Lac-Saint-Jean à Alma a organisé un marathon d'écriture ce midi. C'est dans le but de soutenir un groupe de femmes qui défendent leur territoire en Amazonie. Raphaël Charbonneau, vous avez plus de détails. Oui, effectivement, et c'est un moment pour en fait écrire des lettres de solidarité à ce groupe de femmes qui se nomme les guerrières de l'Amazonie. Les lettres sont écrites dans le but de leur montrer qu'elles ne sont pas seules dans cette lutte et l'Amazonie est reconnue pour être le poumon de la Terre et concrètement, elles se battent contre les multinationales qui surexploitent ces ressources. Aujourd'hui, elles sont harcelées par les compagnies qui torchent le gaz et le gouvernement ne veut pas les protéger, à moins qu'elles cessent leur action, qu'elles cessent de revendiquer un air pur. Il faut quand même dire que ça a un impact non seulement sur le moral des femmes, mais dans les dictatures, le courrier est intercepté. D'accord? Alors, le gouvernement sait qu'elles ont reçu des lettres d'un peu partout dans le monde, ces femmes-là, pour les appuyer. Et il y a plusieurs consignes lorsqu'on écrit des lettres de ce genre-là. Par exemple, il faut qu'elles soient neutres et remplies d'amour et il est interdit de faire référence aux conflits gouvernementaux. Que ce genre d'activité peut avoir. C'est vraiment en fait de laisser l'espace à la communauté pour qu'elle aille en fait un lieu de rassemblement et d'échange. Je pense que ça amène vraiment les gens à ne pas se sentir toutes seules, par exemple. Des fois, on se sent découragé parce que le monde ne va pas nécessairement bien. Puis tu es toute seule dans ton coin, tu capotes dans ton cellulaire. Mais là, quand tu viens à des activités de même, tu te dis, bon, mais je suis pas seule. Il y a plus de monde comme moi, alors on peut faire des quoi, il n'est jamais trop tard. Et à chaque dernier mercredi du mois, le Centre solidaire international ouvre ses portes et invite la communauté à faire des cartes de soutien comme aux guerrières de l'Amazonie. Merci Raphaël. Au culturel maintenant, la Ligue nationale d'improvisation est de passage au Saguenay-Lac-Saint-Jean. La célèbre troupe s'est déplacée afin de présenter 5 spectacles dans la région. Guillaume Laferrière s'est rendu à une de ces représentations. Guillaume, les membres sont occupés cette semaine.
Oui, en effet, puisqu'ils ne seront pas ici très longtemps, ils resteront à peine 5 jours. Et comme vous l'avez dit, ils feront 5 représentations. Alors 2 ont déjà été faites hier, une en après-midi et une en soirée au Théâtre Palace à Arvida. Et demain, 3 autres représentations seront faites. Cette fois-ci, ils se déplaceront à Alma et feront les 3 représentations dans la même journée. Outre les présentations, ils sont aussi très disponibles pour les médias un peu partout dans la région. J'ai eu la chance de m'entretenir avec un des comédiens, Frédéric Bardoucy. Il m'a confié qu'il avait adoré l'accueil qu'il a reçu. 3 jours qu'on est arrivé, puis écoute, que du positif. Bel accueil, on a fait un match pour les jeunes, ça a été bien reçu. Le soir, pour le public général, et c'était complet, incroyable. Les gens sont sympathiques. Merci. Il a aussi confirmé qu'il sentait toujours une petite pression avant de monter sur scène quand il savait qu'il était attendu dans les régions où il se déplaçait, mais que son objectif était toujours de se donner à 100%. Guillaume, des jeunes du secondaire ont eu la chance d'assister à un spectacle? Oui, en effet, puisque la représentation de hier après-midi était pour des jeunes du secondaire de l'école l'Odyssée Lafontaine Dominique Racine. Donc, une centaine de jeunes se sont présentés. J'ai pu me rendre sur place et j'ai été très étonné par la ferveur qu'il y avait. Les jeunes aimaient ça, les jeunes étaient excités. Ils ont aimé la représentation et ça remplit un peu le fait que l'improvisation ici au Saguenay est en hausse chez les jeunes niveau popularité. On peut écouter un prof d'improvisation à l'école secondaire, Marc Guilleul. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, l'intérêt en improvisation théâtrale a explosé à travers les années. Là, il y a des équipes d'impro dans toutes les écoles. Les inscriptions augmentent d'année en année. Nous, on a réussi à partir d'une concentration artistique avec un nombre d'inscriptions vraiment intéressant pour garder le programme en vie. Donc, c'est que le début pour l'impro. Donc, M. Guilleul a bâti de lui-même une concentration improvisation. Donc, chaque semaine, des élèves ont des cours d'improvisation insérés dans leurs horaires d'école et plusieurs jeunes se sont inscrits, ce qui a fait la réussite de ce programme. Merci Guillaume. En musique maintenant, Gab Bouchard lance son nouvel album Encore ce vendredi 30 janvier. Ce disque est inspiré de la vie qui l'entoure, mais aussi de sa ville natale. L'artiste a écrit ses chansons à Saint-Prime, entouré de ses proches et de la nature. Le chanteur a admis quand même avoir ressenti de la pression pour que cet album cartonne autant que les précédents, mais qu'il a réussi à se détacher de ses pensées négatives. Il espère bien sûr que l'album plaira autant au public que ces 2 derniers sujets. Et on termine ce bulletin avec du curling. L'équipe Fortin La France du club de curling de Kenogami représente actuellement le Québec au tournoi Scotties. Les 4 filles viennent de s'incliner ce midi devant l'Ontario 8-5 pour leur 6e match de la compétition. Cette défaite met fin à leurs espoirs de victoire, mais pour la skip Joliane Fortin, ce n'est pas une fin en soi. Être ici, c'est un rêve devenu réalité. Là. Tu sais que c'est accessible, puis les gens ici, ils nous disent tellement des belles choses, puis tout le monde nous dit que c'est pas la dernière fois qu'ils vont nous voir ici, puis je pense qu'ils le savent. Les gens, quand ils jouent contre nous, comme les équipes le savent, ce qu'on est capable de jouer, les gens sont tellement impressionnés. Les gens à TSN, RDS, ils trippent bien raide. Là. Et du côté météo, Sarah, les nouvelles ne sont pas très bonnes. Non, en effet, le printemps n'est pas encore arrivé, comme vous pouvez le constater. Le froid, la neige va nous suivre encore un petit peu, mais comme dirait la Bolduc, ça va venir, décourageons-nous pas. Mais peut-être pour nous rassurer, on n'a pas de froid extrême qui s'en vient là, dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Côté prévision, ce soir à Saguenay, c'est -20, ressenti -25. On pourrait atteindre les -30 cette nuit. Si vous avez la chance, restez sous les couvertures. À Roberval et Dolbeau-Mistassini, c'est sensiblement la même chose. -23 au niveau du refroidissement éolien. Cette nuit, -31. Tandis que pour demain, à Saguenay, on va avoir -16. Par contre, faites attention, là, demain matin, -33, avec des rafales de 50 km/h, de la neige et de la poudrerie. Soyez prudents sur les routes, s'il vous plaît. À Roberval et Dolbeau, on gagne 1 degré en ressenti, donc -32 demain matin, avec des rafales de 40 km/h et de la faible neige. Par contre, là, pour finir avec une bonne nouvelle, dans les prochains jours, ça devrait s'ensoleiller. On va profiter du soleil. Merci, Sarah.
Ça fait plaisir. Et voilà, c'est ce qui conclut notre web journal. En terminant, c'est cette fin de semaine qu'aura lieu la 2e édition du défi des sommets au Mont-Édouard. L'année dernière, plus de 30 000 $ avaient été amassés. Ces fonds, on le rappelle, permettent de soutenir des enfants atteints du cancer et surtout leurs familles. Alors, au nom de toute l'équipe, je vous remercie. Passez une belle soirée.